Nous sommes de retour avec nos invités, Georges Eho, homme politique Clé Togo, et puis Adam Adjronou, lui il est journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va maintenant parler de la République centrafricaine, la société Soukaf, sucrerie africaine de Centrafrique, filiale du groupe français Castel, est accusée par une ONG américaine de centrer d'avoir apporté son soutien financier à des groupes armés pendant plusieurs années en échange de la sécurisation de ses activités. La négociation de cet accord tacite remonte fin 2014 selon des Century. À l'époque, les différents groupes armés présents en République centrafricaine contrôlent 60% du territoire centrafricain. Georges Hérault. Oui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que comment la société est-elle survie lorsque le groupe armé a pris la partie que la société occupe. C'est la grande interrogation. Et donc, je pense que ce n'est que une infime partie de ce qui se fait lorsque on parle de terrorisme, d'extrémisme, de djihadisme en Afrique. Ce n'est qu'une infime partie de le rapport de l'ONG et nous dit ce qui se fait réellement en Afrique quand il s'agit de ces invasions ou bien de ces groupes rebelles dans nos pays. En fait, aujourd'hui, quand vous voyez le groupe Castel, ce qu'il a même dit, de diligenter une enquête pour savoir en interne si les allégations s'avèrent sont fondées. Mais ça prouve aujourd'hui que nous devons faire très attention parce que ce qui se passe sur nos territoires, surtout en Afrique, la source, ce n'est pas chez nous. Voilà. Je me pose beaucoup de questions. Des fois, quand on parle des rebelles, des djihadistes, je me dis, est-ce que c'est avec nos fusils ou bien les armes artisanales que les gens arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire sous nos yeux? Est-ce que c'est avec les flèches et les gourdins qu'ils arrivent à avoir de grandes superficies? Non. Vous voulez parler des armes qui viennent des Africains. Oui. Cela veut dire que c'est programmé depuis... Ça veut dire que les gens des institutions, des grandes institutions, des multinationales, des entreprises, des sociétés internationales sont derrière ce qui se passe. Ils ont toujours leur intérêt. Et je pense que ce qui se passe est vraiment dangereux parce que le groupe Castel qui est connu sur le continent comme étant une société viticole, je crois, et qui intervient, que les gens apprécient, en train de salir son image. Et je ne sais pas il faut simplement dire qu'il est en train de salir son image ou bien il faut aller au-delà de ça. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, le groupe qui finance non seulement le groupe rebelle, ils font quoi? Ils participent au fait qu'on intercepte tous les produits de sucre, les sucres qui viennent du Soudan, ils interceptent ça et il est en train de s'iriger à une grande société qui a le monopole sur tout ce qui est production de sucre dans le pays. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous avons du pain sur la planche. Allez, Adam, est-ce que vous avez été en profondeur? Parce que c'est une ONG qui l'a dit. Vous avez vérifié cela? Est-ce que c'est vrai? Si oui, comment ça s'est passé? Vous savez, la véracité, lorsque ces genres de rapports sont pondus, et tout de suite, parce que nous parlons d'une marque très connue et qui a un chiffre d'affaires à aucune autre pareil. Donc tout de suite, il est évident de pouvoir
être sceptique face donc à ce rapport-là. Ouais. Mais toujours est-il que lorsque vous regardez un peu de la crédibilité dont jouit l'ONG qui a pondu le rapport, il est très difficile qu'on puisse donc tirer par des cheveux un certain nombre de rapports comme ça. Donc je pense que, étant donné que l'institution également ne voudrait pas que sa marque aussi tombe aussi bas, a voulu à l'avenir aussi diligenter une enquête pour situer l'opinion. Oui. Mais ce qu'il faut dire, de toutes les façons, si nous prenons la chose même avec pincette, mais avec optimisme, je pense que c'est quand même regrettable que ces firmes-là qui sont dans nos pays comme des financiers qui contribuent au développement du pays puissent aussi tomber si bas. Si bas. Mais quelque part aussi, il faut nuancer. Puisque lorsque l'État a signé forfait, puisque c'est le cas actuellement au niveau de la Centrafrique, puisque vous prenez aujourd'hui les 3/4 du territoire ne sont pas contrôlés par l'État, et ces firmes-là sont pratiquement dans des zones contrôlées par ces groupes armés-là. Or, nous parlons de l'économie du commerce. Ils ont quand même, disons, des actifs et des passifs aussi à protéger. Et vous voyez, les attributs qui contribuent à pouvoir lever des fonds pour financer le gouvernement sont là. C'est sur ces attributs-là également que ces groupes armés-là arrivent à pouvoir donc penser des moyens pour toujours résister. Et donc, lorsqu'ils sont déjà sur ces territoires contrôlés par ces groupes armés-là, vous n'avez qu'à pouvoir composer avec ces groupes armés-là pour préserver ces patrimoines-là. Puisque quelque part, l'État n'est pas là. Et même si vous voulez tenir tête à ces groupes-là, ce sont des gens qui sont là pour piller, ce sont des gens qui sont là dans l'illégalité. De toutes les façons, c'est vous qui allez payer le lourd tribut si vous ne composez pas avec ces gens-là. C'est ce qui contribue à faire en sorte que, d'abord, qui sait, c'est lorsqu'on nous dit que c'est le financement quelque part, comme je le disais tantôt, vous prenez les attributs de levée de fonds au niveau de ces groupes armés, ce sont les mêmes attributs que l'État aussi utilise dans des endroits où contrôlés par l'État. Donc, quelque part, on ne peut pas laisser, disons, des voies où la main ne peut passer. Donc, de toutes les façons, eux, ils iront vers ces firmes-là, leur disant que voilà, ce que vous contribuez souvent au niveau de l'État, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui faisons le poids ici, c'est nous qui avons le monopole de la gouvernance ici. De toutes les façons, ils n'ont que à pouvoir composer avec ces groupes-là. En témoigne le fait que aujourd'hui, ils sont obligés de pouvoir signer des accords avec ces gens-là. Mais ces accords-là doivent aller. Parce que lorsque vous voulez peut-être faire du surplace en voulant peut-être conserver un certain nombre d'acquis pour ne pas trop dépenser. Or, vous savez, les groupes armés, il n'y a pas de territoire absolument conquis par un seul groupe armé. Ils sont multiples. Donc, il faudrait que vous ayez la force contractuelle avec un seul groupe où vous savez que ce sont ces intérêts-là que vous combattez, qui doivent être protégés, vous leur remettez. Donc, en cas de question, lorsque ces portions que vous aimeriez protéger sont attaquées, de toutes les façons, vous n'avez que à s'en prendre à ces groupes-là et dire que voilà les accords que nous avions signés par le passé ne sont pas respectés. Donc, de toutes les façons, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Donc, quelque part, c'est pourquoi moi je parle de nuance. De toutes les façons, ils sont obligés. Quelque part, même si ce n'est pas la volonté. Ils sont obligés. Ils sont obligés, puisque le territoire est contrôlé à 60%. Ils n'ont que à pouvoir composer avec ces groupes-là, quand bien même que l'intention n'étant pas de pouvoir peut-être les financer pour continuer par faire les exactions. Puisque ce groupe-là est cité dans les exactions de droits de l'homme et des libertés individuelles. Puisqu'il y a des gens, puisque lorsque vous prenez le rapport, ce sont des gens qui sont cités normalement sur des exactions communes au niveau de la Centrafrique. Donc, somme toute, il faudrait dire quelque part que même si ce rapport-là tombe au pic, au même moment, il ne faut pas aussi dédouaner, disons, l'État qui n'arrive pas véritablement à jouer son rôle sur ces groupes-là pour réellement donc contrôler. Donc, de toute la évidence, l'État n'aura plus à pouvoir attendre de la marque casse ou du casse de sa filiale qui est implantée là-bas, puisque de toutes les façons, elle est allée contre lui. Tout à fait, de sécuriser. Et c'est ce qu'on dit généralement en zone de guerre. De toutes les façons, il y a des intérêts qui échappent à l'État. Je pense que l'un de ces exemples-là est bien ce cas de la Centrafrique. Georges Eo, Adam Adjon l'a dit, le territoire était occupé à 60% et le deal était clair. Nous apportons notre soutien, si on peut dire, soutien mordicus dans ces moments difficiles de la Centrafrique. En retour, vous sécurisez notre zone, les usines et les champs de canne à sucre. C'est quelque chose d'éthique et de morale. Hein? Et je pense que la même situation s'est présentée au Mozambique
vous voyez le groupe Total, il a fermé. Il pouvait contribuer ou bien composer avec les jeunes rebelles ou bien les jeunes djihadistes. Mais non, ils ont fermé. Aujourd'hui, l'État est en train de prendre la revanche, libérer la ville. Et ils vont revenir pour ouvrir. Et aujourd'hui, vous devez savoir que c'est des multinationales qui ont des renseignements très poussés et qui savent où est-ce qu'ils vont. Si au Mozambique, la réaction de Total, on l'a vu. En Centrafrique, la réaction de Castel, ça veut dire tout simplement de la filiale. C'est sa filiale, donc c'est Castel. Donc, je me dis tout simplement qu'ils ont quand même une autre option pour ne pas composer. Encore plus loin, ils se sont érigés en monopole. En demandant aux groupes armés d'intercepter les sucres qui viennent du Soudan. Ça veut dire tout simplement que derrière la tête, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres choses. Et peut-être qu'ils ont pensé que finalement, comme ils détiennent plus de 60%, ils allaient prendre le pouvoir. Vous devez savoir aussi que c'est un groupe français. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui vient en aide pour l'État et qui est en train de repousser les rebelles. Donc tout simplement, vous voyez tout simplement que derrière ce geste de financement, il n'y a pas que la guerre ou bien l'espace conquis par les groupes armés. C'est qu'il y a d'autres idées dans la tête. Donc l'État, oui, a montré de fébrilité et l'État, oui, a laissé beaucoup d'espace. Et je le dis et je le répète que c'est parce que, entre-temps, les groupes armés, ils ont des financements, ils ont des armes, ils ont beaucoup de choses. L'armement qu'ils utilisent des fois, ils sont plus sophistiqués que ce que utilisent les armées régulières. Et encore faut-il le rappeler, entre-temps que c'était ces mêmes communauté internationale qui avait mis l'embargo sur l'armement au niveau de la Centrafrique. Donc, ce qui ne permet pas à l'État de s'octroyer des moyens pour pouvoir chasser ou bien repousser les rebelles. Au même moment, ces groupes rebelles bénéficient des appuis financiers. Ça peut être en numérique, en nature. Et là, vous voyez ce que ça pose comme dégâts dans nos pays. Alors, Adam, il y a dans le deal également, il y a la libre circulation de la société qu'on appelle SUCAF pour qu'elle puisse avoir accès à ces zones d'approvisionnement. Oui, vous savez, quelque part, même avant de rebondir sur cette question, vous savez, nous l'avons toujours dit, et je pense que la Centrafrique est un exemple palpable, puisque la France est en train de perdre du terrain sur un certain nombre de zones contrôlées par le passé. Et je pense que c'est en ce sens que dans ce genre de nuances que je venais de faire cas, qu'il faut aussi nuancer, disons, ce rapport-là pour la simple et bonne raison qu'on a vu qu'au niveau de la Centrafrique, la France est beaucoup plus décriée. Et pour renforcer le coup et démontrer à la face du monde, mais également à l'opinion nationale, que voilà, ce que nous disons est vrai et que voilà, cette France-là qui finance les groupes armés. Donc, contre les intérêts de la Centrafrique, ce qui n'est pas aussi objectif. C'est quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que pour la sécurisation, ou carrément aujourd'hui, si nous avions constaté que l'armée régulière est toujours sur place, c'est compte tenu du fait que la France ne l'a pas lâché par le passé, a contribué à pouvoir donc l'amener à une réjouissance et puis à pouvoir monter en puissance et avoir les moyens nécessaires pour combattre cette djihadiste-là. Mais au même moment, revenu donc sur ces questions-là, de toutes les façons, chacun a ses intérêts, comme je le disais tantôt. C'est vrai, lorsque le territoire est contrôlé par un groupe, c'est vrai que vous l'avez cité tantôt en disant qu'il y a l'interception, disons,
de contingents de sites qui arrivent, donc, interceptés par ces groupes armés-là. Mais ces groupes armés-là, lorsqu'ils interceptent ces conteneurs ou ces contingences-là, ne les mettent pas à leur côté. Certainement qu'ils les vendent encore à ceux filiales, s'ils en ont besoin pour faire tourner la filiale. Et ça, je pense en contrepartie, ces groupes armés-là doivent sécuriser aujourd'hui la zone pour que les productions puissent être recoulées, même si ces productions-là auront du mal à pouvoir descendre jusqu'à Bangui, la capitale, puisque là également, si Bangui prend des dispositions à pouvoir donc les couper le ravitaillement à ces groupes-là, puisque sur les champs de guerre, c'est aussi la question qui revient d'habitude, puisque gagner une guerre ne dépend pas forcément de la force nucléaire, puisque il y a également le fait de pouvoir couper le cordon au ravitaillement aussi, qui est une bonne option pour gagner la guerre. Donc éviteront à ce que la production puisse descendre jusqu'à Bangui. Mais ce qu'il faut noter, moi je pense que au niveau de ces intérêts, puisque la filière n'a pas intérêt à pouvoir donc produire et à les amasser, il faudrait qu'on puisse permettre à la filière de pouvoir donc déployer la production sur l'étendue du territoire par ces groupes armés. Donc c'est ce qui est exprimé. Et donc je pense que c'est ces accords-là, gagnant-gagnant, entre ces groupes armés-là, qui est exprimé, puisque quelque part, même si c'est dans l'illégalité et tout, je rappelle que tout reste encore à prouver, même si c'est dans l'illégalité, il faudrait quand même quelque part, étant donné qu'ils ont pris l'option de pouvoir conserver leur filière, mais les groupes armés également, comme ils sont dans une option de pouvoir avoir toujours les moyens pour se ravitailler davantage et avoir la force nécessaire pour combattre l'armée régulière, sont dans cette option-là. Je pense qu'il n'y a pas ce groupe-là. Demain, le lendemain nous dira également qu'il y aura également d'autres groupes qui ont signé des accords avec d'autres groupes armés là, puisque si un groupe armé, et si on prend peut-être le cas de Castel, et ce groupe armé-là a plus de moyens, de toutes les façons, il risque aujourd'hui d'endiguer les autres groupes à sa trousse, et l'on prend également de l'ampleur. Mais également, n'oublions pas, si nous parlons de cette filière-là quelque part, c'est vrai, et vous parlez tout à l'heure de l'embargo qui est toujours d'actualité. Et donc, qui ne permet pas à l'armée régulière d'avoir les moyens nécessaires pour combattre ces groupes armés. Or, les filières, alors qu'on parle d'une filière, c'est vraiment un tout. Ils ont toujours les moyens, savent ou piocher pour pouvoir ravitailler ces groupes à l'échange les armes, avec les moyens, parce que ce n'est pas seulement le numéraire qui est exprimé, ça peut être donc le matériel également en échange de la protection des actifs ou des passifs de ces groupes armés-là. Donc, de toutes les façons, si tel que l'armée régulière ne monte pas en puissance, on risque de voir une situation qui risque d'être endémique et d'être une option de pouvoir ravitailler ces groupes armés-là qui prendront de plus en plus des racines en profondeur, serait très grave pour le pays. C'est un comportement, finalement, Georges Eho, de prédateur, si on peut le dire, de ces groupes armés. Et là où l'inquiétude se trouve, c'est qu'en République centrafricaine, il y a tellement de groupes armés et donc qui forcément ont signé des accords tacites avec des sociétés. Des comportements de prédateurs, je ne saurais pas le dire ou bien le conclure ainsi. Mais ce que je dis, c'est déplorable parce que c'est quand même, quand on parle de Castel, quand même, les gens ont une bonne image par rapport à ce groupe et c'est sa filiale qui est en jeu aujourd'hui ou bien qui est dans le truc aujourd'hui, dans le pétrole et qui est, bon, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même, on peut lui accorder la présomption d'innocence, mais qui est cité comme étant financeur de groupes armés. Et si vous parlez de financement de groupes armés, c'est pour faire quoi? C'est pour quand même occuper une grande partie, se maintenir et occuper encore davantage de aller même chercher le pouvoir. De chercher le pouvoir, de renverser l'autorité en place démocratiquement élue. Et là, aujourd'hui, parler de prédateurs, c'est plus que ça. Donc, je pense que il va falloir que les groupes sur nos continents se ressaisissent et sachent comment opérer. Puisque, comme je l'ai cité plus loin, la situation s'est présentée au Mozambique et vous voyez la réaction de Total. Ils pouvaient faire autant. Et je voudrais aussi dire que, en fait, quand
vous êtes, ou bien les gens organisent des groupes armés et qu'ils ont des financements, ça encourage les autres. Ouais. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de groupes armés. Ça veut dire que les groupes armés ont compris qu'en quelque sorte, vous prenez l'arme, vous avez aussi des gains. Vous avez aussi ceci. Vous pouvez prendre une partie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je pense qu'ils ont l'habitude de prendre des positions stratégiques, les poumons, les zones économiques, pour pouvoir au moins quand même se faire financer. Oui. Puisque d'ailleurs, en amont, c'est des gens qui les financent énormément avant d'arriver. Et je pense que ces financeurs, ils ont besoin de la contrepartie. Et donc, c'est un jeu dangereux, surtout pour l'Afrique. On peut comprendre, Adam, pourquoi ils sont aussi richissimes quelquefois, les têtes pensantes. Parlant de la République centrafricaine, on a vu Karim Mekassoua également, qui était à un moment donné tellement viscéralement, si on peut le dire, accroché à ces groupes armés, à quelques groupes armés. On sait qu'il est riche. D'ailleurs, il est parti en France. Même question à vous également, l'inquiétude se trouve à ce niveau. En République centrafricaine, il y a tellement de groupes armés. Et donc, ils vont forcément avoir de ces accords avec les sociétés. Oui, vous savez, et je pense que la République centrafricaine est le prototype réel de la succession de ces groupes armés à la tête du pays. C'est vrai, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. On prend par exemple le cas tchadien, puisque vous prenez l'unité d'Idriss Déby avant de prendre le pouvoir était aussi un groupe armé contre Abré, qu'il a gagné. Donc, voilà. Disons, financé forcément par voilà. Et il y a plein d'exemples. Vous prenez le Congo-Brazzaville, on disait à son temps qu'il était Pascal Lissouba, etc. Donc je pense que c'est la même option aujourd'hui, puisque ces gens-là, n'oubliez pas qu'on a toujours dit que nos États sont les intérêts que les gens visent et il n'y a pas d'amis. Et je pense que c'est l'expression même de cet adage-là par le passé qui s'exprime au niveau de la Centrafrique. Tous ces groupes armés-là, quelque part, comme je le dirais, l'objectif final, c'est de la conquête du pouvoir. Et quelque part, lorsqu'ils ont les moyens, et surtout, étant donné que le pouvoir central a montré une certaine faiblité jusqu'au jour d'aujourd'hui et n'arrive pas, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 3 quarts du territoire conquis par les groupes armés est toujours là. Et depuis des lustres, c'est vrai que c'est aussi une question de communication politique qui fait qu'on a tendance à pouvoir donc les octroyer le fait qu'aujourd'hui ils sont le pouvoir central, étant donné que ces groupes armés ne peuvent pas être reconnus par la communauté internationale. Donc quelque part, je pense que si vous prenez ces groupes armés-là qui sont aujourd'hui en train d'être financés quelque part en arrière-plan, ces filiales-là ont tendance à pouvoir faire en sorte que ces groupes-là puissent conquérir le pouvoir. Lorsque nous comparons les deux, vous prenez même l'actuel président, il était aussi affilié à un groupe d'armées pour venir donc au pouvoir. Donc, qui sait, demain, si eux, ils ont pris la revanche sur le pouvoir central, vous voyez, tous les contrats seront en leur faveur. Et donc, quelque part, lorsque les gens le font, ou ces filiales-là le font, ils le font pour les intérêts aussi présents et que les intérêts aussi à venir. Et qui sait, donc, c'est dans ce sens-là que je pense que, quelque part, il faudrait... C'est pourquoi, lorsque moi, je pense que, étant donné que les accords politiques, quand ce groupe d'armées-là ne s'est pas véritablement exprimé et n'a pas connu un aboutissement heureux dans l'intérêt supérieur de la Centrafrique, quelque part, le président devait savoir que je pense qu'aujourd'hui, il a plus à perdre qu'à gagner, dans la mesure où une bonne partie de la population est en train d'être pillée par ces groupes armés-là. Je pense que, quelque part, il n'est jamais tard ou dit qu'il y a trop assez qu'on puisse donc se dialoguer. Et je pense que la diplomatie étant, serait quand même opportun que ces groupes armés-là puissent de temps en temps être interpellés autour d'une table pour repenser l'intérêt de la République que de pouvoir exprimer l'intérêt égoïste personnel qui n'avantage pas pratiquement le pays. Georges Yeo, vous êtes homme politique, vous êtes président de la République. La chose est ainsi. Quel avenir on peut donner à la SUCAF, la société là, en République centrafricaine? Non, en fait, aujourd'hui, si tel est le cas et que les enquêtes diligentées par le groupe Castel nous donnent raison à l'ONG, vous savez, les lois du pays s'appliquent. Donc, si vous avez participé au financement de groupes rebelles,
Fermeture simple. Non, si ce n'est pas fermeture, vous savez, les sanctions ne sont pas seulement pour fermeture. Ouais. S'il y a des sanctions, les responsabilités seront situées. Et s'il y a des sanctions, c'est conformément aux lois du pays. Et donc, on ne va pas créer des lois spécialement pour une société, non. Il y a les lois en vigueur forcément dans le pays et ça s'appliquera. Donc si vous êtes homme politique, vous allez respecter cette loi. Respecter la loi qui sera appliquée, puisque la loi est impersonnelle, ce n'est pas fait pour quelqu'un. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'on va aller créer la loi ou bien faire voter la loi pour venir lui appliquer. Non, forcément qu'il y a la loi dans le pays qui s'appliquera. Adam? C'est vrai que si même la loi va être appliquée au groupe aujourd'hui qui l'applique, à partir du moment où vous ne contrôlez pas mais je pense que de toutes les façons... Mais jusqu'à Bangui, peut-être la société... Non, en fait, après la guerre, on situe toujours les responsabilités. Et quand même que peut-être que l'État n'a pas pris ou bien ne contrôle pas la partie et que vous vous permettez de commettre des exactions, après la guerre, on situe les responsabilités. Vous voyez, quand vous prenez ce que nous appelons les CVJR, etc., soit on amnistie les gens, soit il y a des sanctions. Donc, même si l'État ne contrôle pas la partie, cela ne veut pas dire que les gens sont exonérés des sanctions. Ça, on le sait, sauf que la grande interrogation, eux également, je pense que cette option-là ne les échappe pas. Sauf que chacun essaie de mettre au maximum les moyens pour que ce jour-là n'arrive pas. Ils vont toujours faire en sorte que il y a toujours un passage en force, que ce soit ce groupe armé-là qui arrive au pouvoir. C'est pourquoi moi je dis, quelque part, on l'a vu avec Gbagbo par le passé, c'est vrai que le pays était en scission, mais il a pu faire en sorte que ils puissent se regrouper pour que l'intérêt puisse s'exprimer, l'intérêt général de la Côte d'Ivoire puisse s'exprimer, même si cela a joué en sorte de faveur avec le fil du temps. Mais il a eu quand même un accord diplomatique qui a permis à la Côte d'Ivoire de sauver un temps soit peu la face, mais également ces groupes-là ne vont quand même pas se lâcher. Il a même fondu les deux armées rebelles. Il ne faut pas citer le cas Gbagbo. Le cas Gbagbo, nous avons vu que ce n'est pas l'image qu'on avait de Gbagbo, c'est pas ça. C'est aujourd'hui nous a montré. Donc, en fait, c'est que lui, non, il n'a pas résisté. C'est quelqu'un qui n'est pas tellement dans une position d'homme d'État. Donc aujourd'hui, Alassane a montré que vraiment il est un homme d'État et avec tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, non, et arriver d'abord à faire. Ça fait un bon débat. Je vais inviter Georges Hérault prochainement. Parce qu'en face, j'ai disons des gens qui ont déjà déclaré publiquement qu'ils sont des pro-Gbagbo. Donc le débat sera intéressant. On va marquer donc la pause pour le journal. Moi, j'étais pro-Gbagbo.